Alors là, je vais vous parler de la neuroéthique. C'est un terme que l'on emploie de plus en plus souvent. Alors, James Giordano, je vous en ai déjà parlé, est un enseignant militaire qui nous parle ouvertement de ses armes qui visent spécifiquement le cerveau. Certains pensent que c'est l'homme le plus dangereux du monde, peut-être, mais moi je ne pense pas, parce que je pense que les personnes qui sont les plus dangereuses au monde, et j'ajouterais aussi malhonnêtes, bien qu'on puisse commencer sa vie en étant malhonnête et terminer en étant honnête, ça arrive souvent, pour moi ce sont ceux qui nient d'une manière ou l'autre que ces choses existent, malgré toutes les évidences. Alors c'est un militaire, James Giordano, donc il ne fait pas trop d'état d'âme, on est bien d'accord. Et je ne le suis pas lorsqu'il dit que les victimes non consensuelles des expériences pour tester ces armes font partie des dommages collatéraux, donc que c'est pratiquement normal. Hein. Je ne le suis pas du tout. Mais il aborde quand même cette notion de neuroéthique qui est extrêmement importante et sur laquelle, à mon avis, il est impératif de se pencher. Alors, au niveau des expériences, et ça c'est très important, je vais vous demander vraiment un effort d'attention. Au début, les gens commencent sur des animaux, on est d'accord. Moi, ça me gêne quelque part, mais je ne veux pas entrer dans ce débat. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que peu de personnes diront oui, parce qu'on a quand même des cerveaux qui sont différents de ceux des animaux. Donc, si ces armes sont faites pour atteindre le cerveau, il va falloir tester sur des humains. D'accord? Alors, au début, on va tester sur des animaux, enfin, les gens vont tester sur des animaux, et après, comme le faisait Delgado, il a testé sur des patients. Alors, lui, il trouvait que ce n'était pas gênant, parce que de toute manière, il trouvait que la vie de ces gens-là n'avait aucun intérêt, alors au moins que ça serve à quelque chose. Bon, déjà, là, je ne le suis pas, au niveau de son raisonnement, mais aussi, comme il pouvait créer des maladies, on a pu le voir, il pouvait jouer avec les émotions, avec l'appétit, etc. Il pouvait vraiment créer des maladies. On est en droit de se demander où est la limite entre la guérison et la maladie. Mais par la suite, obligatoirement, et là je vous demande de bien faire attention, il va falloir tester ces armes sur des personnes qui, à la base, sont en parfaite santé. Pourquoi? Bon, pour pouvoir les rendre malades, mais pourquoi en parfaite santé à la base? Parce que le principe militaire de base et de tout temps est d'anéantir les gens de l'armée opposée. Est-ce que vous êtes d'accord? Et dans une armée, en principe, on n'engage pas de malades. Donc, il y a besoin de pouvoir créer des maladies de toutes pièces à partir d'une personne qui n'a pas de problème de santé, car sinon, on ne peut pas savoir si le problème vient de la maladie ou alors de l'agression. Mais, et ça c'est très important, les sujets peuvent être pris, comme dans le programme MKUltra et d'autres, très jeunes, pour être utilisés en tant que cobayes. Alors, ça, ce sont des gens qui sont sortis de ces milieux qui en parlent, et ça paraît parfaitement logique. Alors, ils vont chercher la facilité, voilà, et tester en priorité sur les minorités ethniques, sur les gens qui ne peuvent pas se défendre, sur les gens qui sont en rupture familiale, comme cela s'est produit après la guerre, donc à cette époque dont je vous parle, du projet MKUltra, où des enfants étaient arrachés à des mères célibataires
pour servir de cobaye. Pourtant, je pense que certaines s'en occupaient très très bien, elles avaient peut-être moins de moyens que les autres, mais elles s'en occupaient très bien. Et on disait que, évidemment que c'était elles qui s'en occupaient mal. Et ça, c'est très important. D'autre part, il est aussi à noter que toute personne, même en parfaite santé, qui, à la base, a visiblement eu un passé douloureux, ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément pour ça que la personne va être en mauvaise santé. Ces personnes-là représentent des cobayes de choix, car le passé douloureux peut être utilisé pour couvrir les expériences du présent. Il en est de même pour les animaux. Bien entendu, après, arrivé à un stade supérieur, ces armes sont utilisées sur des personnes lambda pour voir comment elles réagissent à tout cela. Et comme les cerveaux sont différents, il faut les adapter à chaque style de cerveau le plus possible, comme je vous en avais parlé lors de ma première vidéo. Alors, là, je vais vous parler, je vais vous dire un gros mot. Ça vous étonne de moi, hein, mais je vais le dire quand même. Si on dit théorie du complot, c'est un gros mot, c'est considéré comme un gros mot de nos jours. Hein. Alors moi, dans la théorie du complot, il y a quelque chose qui me gêne. C'est le mot théorie. Parce que si on regarde l'actualité, on peut s'apercevoir que les complots existent toujours. Par contre, oui, on peut se tromper partiellement ou alors avec des proportions variées, hein, soit 50%, soit 10%, soit 5%, soit 90% sur l'existence d'un complot. Ou alors complètement, c'est vrai aussi. Mais si on veut imposer l'idée que chaque individu sur la Terre est un bienfaiteur, on induit forcément en erreur. Parce que, d'accord, les bienfaiteurs existent, mais il y a des bienfaiteurs réels et des bienfaiteurs hypocrites. Il faut quand même apprendre à discerner les uns des autres. Et parmi les réels, le potentiel de corruption existe aussi, même si à la base ils sont sincères, ou alors ont un sursaut d'éthique, comme José Delgado, on avait pu voir en 1966, et qui a fini par être subventionné par Franco. Alors, pourquoi le potentiel de corruption existe chez les gens aussi qui sont de très bonne volonté, car l'honnêteté dérange souvent des intérêts. Et même si les bienfaiteurs ne se laissent pas corrompre, ni par l'argent comme Delgado, ni par les menaces, il peut y avoir d'énormes menaces, ils peuvent aussi être usés par l'opposition, la fatigue, l'usure, et aussi ils peuvent être ligotés par la calomnie. Donc les bienfaiteurs réels ne sont pas aussi nombreux que cela, et je ne comprends pas pourquoi il faut diaboliser les gens qui essayent de comprendre ce qu'il se passe, plutôt que de les laisser examiner la possibilité qu'il y ait un complot, réel ou non, et de ne pas les menacer de l'ultime gros mot de notre société actuelle, c'est-à-dire complotiste.